Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Contexte général de l'étude. Le besoin d'innovation technologique. Depuis 2017, les grandes entreprises françaises de différents secteurs, banques, assurances, compagnies aériennes, industrie de l'énergie et du nucléaire, voient se multiplier en leur sein des Digital Factories. Aussi appelée usine numérique, la Digital Factory est d'abord une équipe dédiée à fournir des services numériques à une cadence soutenue. En effet, portées par le besoin d'innover, ces grandes entreprises se lancent dans leur transformation digitale et se mettent en marche pour répondre aux enjeux d'innovation et aux besoins des consommateurs finaux. Les entreprises souhaitent désormais disposer d'un environnement destiné à la construction et à la communication de nouvelles idées. Randstad, 2019. En 2017, l'économiste Klaus Schwab parlait de quatrième révolution industrielle. L'usine du futur se veut connectée. Elles veulent utiliser des technologies novatrices telles que l'intelligence artificielle, la robotique, la réalité virtuelle, la blockchain, l'impression 3D, la cobotique, le stockage de l'énergie ou encore le traitement de volumes massifs de données. Sur le terrain, Thibaut de la Bouverie, responsable de la Digital Factory de Deloitte, définit l'usine numérique comme un ensemble de ressources humaines et technologiques, de méthodes plutôt agiles et de moyens ayant pour objectif de mener à bien des projets digitaux et d'accélérer les analyses d'opportunités à l'intérieur même des entreprises. Elle se positionne dans la phase d'accélération d'un projet et est vue comme un relais entre l'exploration et le passage à l'échelle d'un produit. L'objectif d'une Digital Factory est de réussir à apporter de la technologie et du sens au plus près des besoins de l'utilisateur. Randstad, 2019. Les nouvelles technologies sont devenues des instruments indispensables au fonctionnement de nos sociétés. Elles contribuent aux performances des organisations. Leur déploiement n'est pas neutre dans la bataille concurrentielle que se livrent les entreprises. Le but de la transformation digitale est de surpasser ses concurrents. Tarta et Fayon, 2019. La digitalisation dans les entreprises. La croissance exponentielle de l'usage des TIC depuis ces dernières années a contribué à modifier les structures organisationnelles. La dématérialisation des données, ainsi que le partage de l'information en temps réel, transforme en profondeur les pratiques professionnelles, notamment par rapport au temps et à l'espace, développant ainsi de nouvelles pratiques. Boissy-Rousseau et Verguet, 2016. Grâce à la capacité d'accroître les canaux de communication, les TIC sont souvent mises en avant comme permettant d'améliorer la collaboration entre les professionnels. Elles sont décrites par leurs partisans comme introduisant de la flexibilité et de l'immédiateté. De ce fait, les professionnels peuvent donner et recevoir des informations à tout moment et en tout lieu de l'entreprise. Ainsi, le sentiment d'ubiquité ou de mobiquité, qui rassemble les termes mobilité et ubiquité, que peuvent procurer les TIC ne sont en réalité pas sans conséquences. Besser-Deor, Esperluet-Isaac. 2006. En effet, le succès ne repose pas uniquement sur l'adoption d'un outil, mais aussi sur l'usage qui en est fait par les professionnels. Ainsi, les TIC favorisent les communications et les mises en relation entre les personnes et amplifient les capacités décisionnelles. Les technologies sont donc au cœur de nos activités. Elles les renforcent et les supplient et accompagnent leur développement. Mais elles peuvent aussi les dégrader et les fragiliser en imposant des réajustements et des désorganisations profondes dans le travail dont le coût est trop souvent supporté par les individus et ou les collectifs. Bobillier, Chaumont et Dubois, 2016, page 1. Le terrain de recherche. Dans ce contexte de digitalisation du travail, notre intervention se situe dans une usine nucléaire, dont l'activité concerne la fabrication d'assemblages de combustible pour les réacteurs de production d'électricité destinés aux centrales nucléaires, et d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche à base d'uranium enrichi. L'usine concernée par notre intervention se situe au niveau du combustible nucléaire, voir schéma ci-dessous. Figure 1. Le cycle du combustible nucléaire des mines d'uranium au stockage des déchets. D'après le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, 2002. D'après les informations de l'intranet du groupe, la Digital Factory
appelée l'usine numérique, a été créée pour accélérer l'industrialisation des projets digitaux et accompagner les métiers dans la mise en œuvre des initiatives digitales en s'appuyant sur les méthodes agiles. La Digital Factory a un programme de transformation digitale des différents sites en France. Pour cela, elle se dote d'une méthode pour accélérer la transformation digitale. Les adopter, les TIC ne représentent plus une opportunité, mais une nécessité. Il ne s'agit plus de savoir si on va y aller, mais comment on va y aller, c'est-à-dire avec quelle stratégie, quels investissements, quels objectifs. Champeau et Bray 2000, cité par Bobillier-Chaumont 2013, page 81. L'emploi de TIC sur le site de notre étude a commencé à se développer il y a maintenant 2 ans, par l'achat d'une imprimante 3D, d'un casque à réalité augmentée, puis récemment d'une tablette tactile. Pour la direction, la tablette tactile a comme visée de faciliter un travail interactif et transversal en facilitant les échanges des données entre opérateurs de production, maintenance et services soutien-exploitation dont la finalité est d'optimiser la maintenance et de suivre la qualité du produit tout au long du cycle de fabrication. Plan de notre intervention. Notre intervention répond à une demande de la direction de suivre l'implémentation d'une TIC dans le contexte d'amélioration et de rationalisation de la ronde de surveillance des opérateurs de production. Comme nous le verrons, cette demande fera l'objet d'une reformulation durant notre intervention. Pour rappel, notre démarche a comme visée l'ajustement de la TIC aux besoins des professionnels. Le premier chapitre s'efforce de faire un inventaire des approches les plus mobilisées sur l'acceptabilité et l'acceptation située des TIC. Pour cela, nous mobilisons la clinique de l'usage, vision développementale de l'acceptation des technologies qui s'inspire des paradigmes de la clinique de l'activité. Dans le deuxième chapitre, nous formulons 2 hypothèses que nous nous efforcerons de mettre à l'épreuve au travers de notre démarche méthodologique. Dans le troisième chapitre, nous mentionnons le dispositif empirique mis en œuvre, les moyens et les méthodes d'analyse des données utilisées. Nous citons les observations participantes et entretiens mobilisés dans une première partie, puis les entretiens en autoconfrontation dans un second temps. Le quatrième chapitre met en discussion les résultats par rapport à nos hypothèses de départ. Pour cela, nous avons pris comme prétexte les changements technologiques pour discuter collectivement de la qualité du travail des opérateurs, et ainsi d'y apporter des modifications au sujet de l'implémentation de la TIC. Le 5e et dernier chapitre est consacré à la conclusion. La crise sanitaire a perturbé notre intervention, pour autant les résultats obtenus sont tangibles. Nous avons observé un travail collectif de réappropriation de l'usage de la tablette, pour en faire un outil efficace qui a du sens pour les professionnels. 1. Cadre théorique. Ce chapitre sera consacré à faire une présentation de la littérature sur les facteurs qui peuvent influencer l'acceptation d'une technologie, particulièrement les modèles d'acceptabilité et d'acceptation situés. Il s'agit de faire l'état de l'art des études et recherches existantes sur le sujet, et les modèles théoriques de référence susceptibles de nous aider à appréhender la question de recherche. Nous mettrons en perspective les études et modèles du domaine, puis nous indiquerons ce que nous retenons, ce que cela nous a apporté par rapport à notre question de départ et pour la construction de notre problématique. 1.1 Les différents modèles théoriques de l'acceptation technologie. Selon les travaux de Marc-Éric Bobillier-Chaumont, l'analyse des processus d'acceptation des TIC comporte 2 grandes orientations complémentaires qui reposent sur différents paradigmes théoriques et méthodologiques, l'acceptabilité et l'acceptation située. Nous définissons succinctement chacune des approches pour ensuite les mettre en discussion dans une visée concrète d'implémentation de technologies dans les situations ordinaires de travail. 1.1.1 L'acceptabilité pratique. Les approches en ergonomie de la conception. Les différentes approches de l'acceptabilité pratique reposent sur une conception ergonomique des dispositifs, tournée vers la relation homme-technologie. En cherchant à assurer la qualité ergonomique des dispositifs technologiques, pour les rendre A. Plus utiles pour répondre aux besoins. B. Plus utilisables, c'est-à-dire faciles d'utilisation. C.
plus accessible au point de vue instrumental pour répondre au plus grand nombre, Bobillier-Chaumont 2016. Dans un objectif d'efficacité finale en termes d'utilisabilité, d'utilité et d'accessibilité numérique, Brangier et Barcenilla 2003. Dit autrement, plus la technologie sera facile à utiliser, plus elle sera acceptée par le plus grand nombre. Les modèles ergonomiques. Notre recherche bibliographique nous a mené à sélectionner deux approches ergonomiques de l'acceptabilité technologique. 1. L'approche Human Engineering est l'étude du système homme-machine en vue d'accroître son efficacité. Il comprend donc deux aspects intimement liés, étude et à la suite des résultats de cette étude, modification du matériel étudié. Leplat 1953. L'homme et la machine fusionnent et sont assimilés à un système organique. Ce modèle est utilisé dans un contexte mécanique. Sa conception implique des données métriques, vision, motricité, attention, sans prise en compte du contexte organisationnel, social et culturel. 2. Les approches du cognitive engineering ont une conception participative. L'utilisateur final participe au développement de la technologie, prenant ainsi en compte ses caractéristiques et ses besoins. La conception et l'acceptation du système sont donc ici conditionnées à son intelligence et à sa capacité à se rapprocher le plus possible du fonctionnement humain pour une interaction plus naturelle et intuitive. Bobillier-Chaumont 2013 page 31. Ce que ces modèles nous disent sur l'acceptation des technologies. Les approches de l'Human Engineering et du Cognitive Engineering sont orientées sur le développement de l'interaction homme-machine, IHM. L'interface est le moyen de permettre une interaction entre l'homme et la machine. Le sujet de questionnement concerne les spécificités fonctionnelles et cognitives des utilisateurs, avec les caractéristiques de la tâche à réaliser, en prenant peu en compte le contexte réel de réalisation de la tâche. En effet, la simplicité d'utilisation par le plus grand nombre d'une TIC va conditionner son utilisation, Brangier et al., 2010. Les insuffisances du modèle d'acceptabilité pratique. L'intérêt de l'acceptabilité pratique est qu'elle prend en compte l'utilisabilité et l'implémentabilité dans des contextes d'usage variés, en apportant des solutions concrètes pour l'évaluation et la conception de systèmes. Toutefois, ces approches ergonomiques possèdent des insuffisances essentielles que nous citerons ci-dessous. 1. Le degré d'acceptabilité d'un produit dépend d'un compromis. Chez l'utilisateur, il varie en fonction a. Des différents moments de la confrontation du sujet avec l'objet. B. De l'expérience et la connaissance que l'individu possède de celui-ci. C. De la perception subjective, chez l'utilisateur, c'est-à-dire d'un ensemble de facteurs attachés à l'objet. Utilité perçue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.